Bah nickel, si tout le monde m'entend bien. Du coup, je remets pour ceux qui viennent d'arriver le lien du WooClap pour la séance. Donc, vous inquiétez pas, j'ai quand même partagé mon écran pour ceux pour qui ça ne fonctionnerait pas ou qui veulent plutôt se mettre les réponses au papier, etc. Donc, normalement, comme je l'avais mis, j'ai tout configuré pour que vous voyez les diapos de correction au fur et à mesure sur vos écrans pour éviter que vous ayez à basculer entre le WooClap et mon partage d'écran sur Zoom. Ouais, du coup, on va commencer. Alors aujourd'hui, bah, c'est la première séance pour initier les conférences de QCM qu'on fera sur le mois de juin et une partie du mois de juillet aussi avant de commencer tout ce qui est école et concours blanc. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est oncohématologie. Donc les QCM portent de la physiologie à la pharmacologie. J'ai juste exclu les QCM de toxicologie pour éviter de trop surcharger le tout. Donc surtout, si jamais à un moment vous avez un problème au niveau des QCM, il ne faut pas hésiter à m'arrêter, soit parce que vous ne comprenez pas, soit pour participer comme d'habitude, soit parce que vous avez un problème technique avec WooClap. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore le lien, je vous laisse quelques instants pour vous connecter dessus. Normalement, il y en a 27 de connectés sur 28. Donc du coup, hein, parmi vous, qui a déjà commencé les QCM, les annales de QCM? Bah, c'est plutôt partagé. Je suppose que ceux qui les ont plus ou moins commencé, ça doit être des doublants. Donc les annales de QCM, je vous conseille d'y aller assez. Bah, moi, je sais que je les faisais surtout le soir parce que comme ça, j'étais posée pépère pour les faire, ou alors dans les transports en commun via les applications. Comme ça m'évitait de perdre trop de temps. Je vous conseille par contre de vraiment les bosser les QCM et pas de laisser cette épreuve un peu en mode ouais, c'est pas grave, on verra ça plus tard parce que les questions peuvent retomber d'année en année. Par exemple, nous, cette année, on en a eu à peu près 8 ou 9 qui venaient tout droit des annales et qui ont été reposés tels que. Donc, c'est toujours des points gagnés gratuitement. Ça permet de voir un peu qu'est-ce qui est demandé au programme, les petits pièges courants, etc. Donc, au niveau petit point méthodologie, donc le jour J, il ne faut pas se précipiter et bien lire l'énoncé. Donc, normalement, pour savoir si c'est un QCM simple ou un QCM à réponse multiple, le jour du concours, il vous le partage bien sur le feuillet que vous avez de QCM. Donc, ça, il ne faudra pas vous inquiéter, mais faites toujours attention de ne pas avoir raté l'information. Et est-ce qu'on attend les réponses vraies ou est-ce qu'on attend les réponses fausses? Parce que ça, il s'amuse à piéger de temps en temps là-dessus. Donc, dans les QCM à réponse unique, quand on ne sait pas trop quoi répondre, il ne faut pas hésiter à y aller par élimination. Alors, et repérer aussi les propositions un peu aberrantes, parce que par exemple, quand on vous pose une question en mycologie et qu'on vous parle des parasites, bah, vous vous doutez bien que l'item est faux. Donc surtout, la difficulté des QCM, ça réside surtout dans la grandeur du programme, plus que le QCM en lui-même, parce que vous verrez, c'est pas des pièges style PACES en mode les doubles négations, etc. Et au concours, vraiment, tout peut tomber, y compris des petits points de détail ou des calculs. Par exemple, il y a eu beaucoup de calculs de dépistage, calculez-moi la AVP, AVPP, la sensibilité, la spécificité. Et les arbres génétiques tombent aussi, comme on l'avait vu à la toute première conférence. J'ai une question par rapport à la notation. Quand on est avec un QCM à réponse simple, si on marque tout faux, est-ce qu'on a 0,6 ou est-ce qu'on a 0? Alors, les QCM à réponse simple, c'est soit 0, soit 2. Ouais, merci. Donc, si jamais tu te plantes, bah, tu te plantes réellement, tu n'as pas de rattrapage de points possible.
Donc, du coup, premier QCM, parmi les propositions suivantes, donnez là où les réponses exactes, les hématies matures humaines sont capables de. Donc, de correspond juste c'est de transformer le glucose en lactate et de transformer le glucose en ribose. Donc ça, c'était une ancienne annale qui datait de 2003. Donc il faut savoir que j'ai balisé sur toutes les bases de données des QCM en enlevant les QCM qui étaient vraiment plus à jour. Donc pour la réponse A, la glycolyse on est en glycolyse anaérobie parce qu'on a une absence de mitochondries dans les hématies humaines. C'est pour ça du coup que la réponse B était aussi fausse, parce que pour synthétiser l'acétyl-CoA, on a besoin de la mitochondrie. En effet, elle peut bien transformer le glucose en ribose pour pouvoir générer les sucres pour tout le côté génétique. Pour oxyder le glucose en CO2 et H2O, on a aussi besoin de la mitochondrie. Les hématies n'en ont pas, donc c'est pas possible. Et on génère du NADH et non du NADPH. Donc ça, c'était le seul petit piège qu'il y avait dedans. Donc ce type de questions de physio, elles sont pas forcément très simples, mais moi personnellement, je les avais un peu fait en boucle les QCM. Au final, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes informations qui reviennent. Donc du coup, IC, désolé, j'avais pas vu ta question. Oui, on a le droit à la calculette pendant les QCM. Donc vous en faites pas hein, pour les calculs de stats, épidémio et autres, vous avez totalement le droit à la calculette. Est-ce qu'il y a des questions? Et pour les dossiers aussi, vous avez le droit à la calculette. En fait, vous avez le droit à la calculette pour toutes les épreuves. Hein. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir deux calculettes le jour J au cas où il y en ait une qui tombe en panne. Donc, du coup, QCM numéro 2, donnez là où les réponses exactes, la coagulation intravasculaire disséminée a comme conséquence de l'activation de l'hémostase. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, qui veut me faire la correction de ce QCM? Pourquoi la C est fausse? Donc, n'hésitez pas à participer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, je garde un œil sur la discussion. Alors, M, je suis d'accord, oui, en effet, le fibrine, une activation de la fibrinolyse excessive, donc du coup, il est consommé. Donc, on a une diminution du fibrinogène et non une augmentation. Donc, je vous ai mis rapidement une visu très brève de toute la partie de l'hémostase. Et sinon, pour répondre à cette question, en fait, il fallait connaître un peu la physiopathologie de la CIVD. Donc, la physiopathe, c'est hyper important dans tout le côté pathologie, donc section 4, parce que vous pouvez la glisser dans la partie quand vous posez le diagnostic. Elle peut vous être demandée en question et elle est très souvent demandée en QCM. Donc, en fait, la physiopathologie de la CIVD, donc on va avoir une activation anormale et non contrôlée de la coagulation. Donc, par exemple, avec une expression excessive de FT.
Ensuite, on a du coup une génération très importante de la thrombine. Et en même temps, en parallèle, une déficience de tout ce qui est système inhibiteur. Donc, par exemple, l'antithrombine 3, les protéines C et S. Donc ça, c'est soit parce qu'elles sont consommées, soit parce qu'il va y avoir un problème de synthétisation au niveau du foie, par exemple. Et tout ceci va amener une activation réactionnelle de la fibrinolyse, donc à consommer le fibrinogène. Donc par conséquent, il va diminuer. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que ceux qui me mettent qui sont perdus, en fait, je ne sais pas qui c'est. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou dans le chat du Zoom. Oups. Du coup, prochaine question. Afin de mieux préciser le mécanisme d'une anémie, quels paramètres de l'hémogramme doit-on considérer? Bah, c'est pas mal du tout. Du coup, qui veut me faire la correction? Qui veut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on choisissait la réponse A et E? Moi, j'ai une question justement parce que pour le TCMH et le VGM, il faut bien le taux d'hémoglobine et l'hématocrit. J'ai peut-être mal compris la question de base. Alors ici, on demandait de préciser le mécanisme de l'anémie. Donc, est-ce que c'est un mécanisme qui va conduire à une macro ou une microcytose, à une hypo ou normochromie? Et du coup, en fait, pour préciser le mécanisme de l'anémie, on n'a ni besoin de l'hématocrit ni du taux d'hémoglobine. En effet, tu as raison, pour le calculer constant érythrocytaire, on en a besoin, mais là, ce n'était pas le but de la question. Disons que si jamais on te les donne sur l'hémogramme et que du coup, tu n'as pas besoin de les calculer, bah, en fait, tu t'en fiches complètement de connaître l'hématocrit. Ok, merci. Donc du coup, le TCMH, c'est pour la couleur, enfin, c'est plus ou moins la couleur des hématies. Donc le taux d'hémoglobine, lui, par contre, il va être très important parce qu'il va toucher, enfin, vous allez pouvoir voir la sévérité de l'anémie. C'est-à-dire qu'en dessous de 70 grammes par litre, on est quand même sur une anémie sévère. Le nombre d'érythrocytes, bah, ça n'amène pas d'informations. Le taux d'hématocrit peut être intéressant, par exemple, pour voir s'il y a une déshydratation derrière. Et le volume globulaire moyen, ça permet de définir la taille. Est-ce qu'on a une population surtout de toutes petites hématies, de population normale ou plus grande? Oui, en effet, ici, le TCMH le fait plus en pratique, mais il faut savoir que le jour du concours, on vous demandera quand même de le calculer. Mais vous verrez, en parasitologie, il y a plein de petits tests aussi qui se font plus en pratique parce que bah, c'est trop contraignant ou parce que maintenant on a des superbes outils technologiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais dans tous les cas, il faudra quand même le marquer parce que ça comptera comme mot-clé. Oui, ça peut vous paraître complètement débile, mais les sujets en fait sont faits par des profs qui ne sont pas forcément sur le terrain. Donc pour eux, tant que c'est dans les livres, c'est dans les livres. Donc du coup, QCM suivant, parmi les propositions suivantes concernant la granulocytose, laquelle ou lesquelles sont exactes?
Alors, qui peut me définir la granulocytose? Ça correspond à un nombre de polynucléaires neutrophiles inférieur à 0,5 giga par litre. Ouais, et tu parles en valeur absolue ou en valeur relative? En absolu, toujours. Oui, parce que alors ça, si je pose la question, c'est que c'est un piège hein, que vous allez croiser dans les annales. Et du coup, pourquoi la C est fausse? Et oui, en effet, elle expose à un risque d'infection bactérienne et non virale. Alors, si jamais le jour du concours, dans le stress, vous vous souvenez plus trop, bah, les PNN, c'est une activité bactéricide. Donc, ça va surtout aller tuer les petites bactéries plus que les virus. Donc, pour la question numéro D, elle peut être induite par le néomercazole. Qui sait ce que c'est le néomercazole? C'est un antithyroïdien de synthèse. Oui, c'est ça. Et il est souvent responsable de la granulocytose. Donc, dedans, il y a aussi dans les médicaments phares, les anticancéreux, les antirétroviraux. Après, tout ce qui est les sels, la clozapine également. Donc, il y a deux mécanismes pour conduire la granulocytose. Il y a les immunoallergiques et les mécanismes auto-immuns. Donc, bien sûr, le détail des mécanismes sont à connaître pour le jour du concours. Donc, il faut savoir que les agranulocytoses ne sont pas beaucoup tombées en dossier. Et le milligramme est important pour pouvoir écarter tout ce qui est hémopathie maligne et connaître le pronostic, parce qu'en fonction de l'atteinte de la moelle, on peut savoir si elle va se régénérer au bout de 10 jours ou au bout de plus de 15 jours. Donc, du coup, question suivante. Parmi les modifications suivantes, quelle est la première à apparaître dans la carence martiale? Ah, celle-ci, pas le droit à l'erreur, parce que je vous ai fait la conférence il n'y a pas très longtemps en plus. Donc, en effet, c'est la baisse de la ferritine sérique. Est-ce que quelqu'un connaît la physiopathe de la carence martiale, enfin l'anémie par carence martiale, et peut m'expliquer pourquoi la ferritine baisse en premier? Ouais, le manque de fer, mais dans ce cas-là, la ferritine, ça sert à quoi dans l'organisme? Oui, c'est une protéine de réserve du fer. Donc, je vous ai remis toute la physiopathe. Donc, on a un épuisement des réserves en fer, donc une diminution de la ferritine, ce qui traduit la carence martiale. Après, on a une insuffisance de transport au fer aux cellules. Donc, du coup, on va avoir une diminution du fer sérique et en compensation, la transférine va augmenter. On va avoir aussi une diminution du coefficient de saturation de la transférine. Ensuite, notre fer est toujours insuffisant pour l'érythropoïèse, donc du coup, on va avoir une diminution de la synthèse de l'hémoglobine. C'est là où on voit apparaître l'anémie sur l'hémogramme. Et en parallèle, on va avoir une augmentation du récepteur à la transférine pour tenter de toujours capter plus de fer. Et puis, progressivement, en fait, les globules rouges normaux vont être substitués par les globules rouges avec les anomalies. Donc, il faut compter à peu près 120 jours pour qu'ils soient entièrement tous substitués. Donc, citez parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles peuvent être à l'origine d'un syndrome de coagulation intravasculaire disséminée.
Ah, c'est pas mal. Qui pourrait me citer les étiologies de la CIVD? Ouais, la lame 3. La septicémie, oui, la septicémie aussi. Ouais, c'est dans la lame, ouais, il paraît que c'est assez fulgurant, le problème avec la CIVD. Donc du coup, toutes les étiologies sont à connaître par cœur pour le concours. Donc du côté des infections, on a tout ce qui est sepsis, purpura fulminant, les accès palustres, les infections virales sévères. Après, on a tout ce qui est pathologie tumorale à cause de la lisse cellulaire massive, donc tout ce qui est tumeur solide métastasée, comme le cas de notre petit cancer du pancréas, la lame 3. Après, on a tout ce qui est pathologie obstétricale, petit clin d'œil pour le dossier qu'on a eu au concours cette année d'ailleurs, avec mort in utero, toxémie gravidique, hématome rétroplacentaire et embolie amniotique. Et après, tout ce qui est lésions tissulaires, donc pancréatite, les insuffisances hépatiques, les rhabdomyolyses. Puis après, on peut retrouver d'autres petites étiologies par-ci par-là avec la circulation extracorporelle, le venin de serpent ou les chirurgies. En fait, tout ce qui va pouvoir entraîner une apparition de facteurs pour activer la coagulation de manière excessive. Donc ça, cette question-là en QCM, elle est tombée je ne sais pas combien de fois parce que à chaque fois, ils s'amusent à mettre des étiologies différentes dedans. Mais elle est au moins tombée, j'ai au moins 3 ou 4 fois facilement. Et ça, c'est vraiment des points gratuits le jour du concours. Prochaine question. Donnez là où les réponses exactes, les cellules endothéliales synthétisent. Qui m'a répondu l'antithrombine? Et si oui, pourquoi? Ou pourquoi est-ce que l'antithrombine, d'ailleurs, est une réponse fausse? L'antithrombine, elle est synthétisée où? Il y a personne qui a une petite idée? Ça fait partie des protéines qui servent à quoi dans le corps? Ouais, elle est synthétisée au niveau du foie. Elle inhibe le 2A et elle inhibe d'autres également. Donc c'est un inhibiteur de la cascade de la coagulation. Et ça faisait partie des QCM qui comportaient une erreur au CNCI dans sa correction parce qu'ils avaient gardé l'antithrombine vraie. Après, on s'était posé la question, c'était pas parce que c'était un ancien QCM et que à cette époque-là, la science n'était pas assez évoluée. Donc du coup, pour la réponse C, la bêta-thromboglobuline, en fait, elle est dans les plaquettes. C'est dans les granules denses, les granules alpha. La prothrombine, c'est une protéine de la coagulation qui est synthétisée par le foie, comme quasiment toutes les protéines de la coagulation. Je crois que la seule qui ne l'est pas, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est le F8, le facteur 8. Et la E, elle fait partie aussi du système de la régulation de la cascade, et elle est aussi synthétisée par le foie. Ok,
Question suivante. Parmi les propositions indiquées là ou les réponses exactes, les antivitamines K sont formellement contre-indiquées avec. Bah dis donc, pas mal du tout. Alors le miconazole, c'est vraiment la contre-indication à connaître par cœur avec les AVK parce que ça retombe en dossier plus quand il y a des dossiers avec les AVK. Et aussi, il est salicylé à forte dose. Donc quand on entend forte dose, c'est les doses pour avoir un effet antidouleur, hein, pas les doses antiagrégantes plaquettaires à moins de 300 mg par jour. Pourquoi est-ce que les autres sont fausses, du coup? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il peut y avoir des problèmes avec le cytochrome 2C9, mais il est beaucoup moins utilisé par les autres médicaments. Donc du coup, il y a moins d'interactions médicamenteuses suite à ça. Et en effet, les autres, c'est des précautions d'emploi et pas des contre-indications. Donc ça, quand vous les apprenez, faites bien attention à ne pas mélanger les deux, parce que ça n'a pas les mêmes conséquences, on va dire, si jamais on l'administre au patient. Donc Asia avait juste. Donc je vous ai remis les contre-indications absolues avec les AVK. Donc on a tout ce qui est hypersensibilité, tout ce qui est insuffisance hépatique sévère, parce que les AVK sont très sont très, il y a un premier passage hépatique assez important. Tout ce qui est association avec les acides acétylsalicyliques, donc l'aspirine à forte dose, avec les miconazoles, les AINS pyrazolés et le millepertuis. Bon, le millepertuis, il y a une contre-indication avec quasiment tous les médicaments. On va se douter. Camille, alors oui, il faut savoir que c'est même contre-indiqué avec le miconazole qui se met en topique. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une contre-indication. Et sinon, Lucas. Alors Margot, alors non, tous les antifongiques ne sont pas concernés de mémoire. Enfin, ou en tout cas, je sais qu'ils insistent beaucoup sur le miconazole. Alors, si c'est réellement spécifique au miconazole, je suis en train de chercher la réponse dans mes cours. Parce que je sais qu'il y avait un mécanisme un peu particulier dessus. Bon, si vous me laissez juste 2 secondes.
Donc, du coup, le miconazole, parce qu'en fait, on va avoir, comme disait Lucas, une inhibition enzymatique et un déplacement aussi des liaisons sur les protéines plasmatiques. Et en effet, du coup, dans mes fiches pour les interactions médicamenteuses, on parle spécifiquement du miconazole et non des autres azolés comme contre-indication absolue. Donc, si vous voulez, je pourrais chercher pourquoi spécifiquement lui et pourquoi, par exemple, le kétonazole n'a pas cette même contre-indication. Parce que je sais que les autres azotés sont des précautions d'emploi. Mais pour le coup, le miconazole, c'est vraiment une contre-indication absolue. Donc, je vous chercherai ça et je vous mettrai la réponse sur le Discord et dans la conférence, enfin, sur la page Facebook de la conférence. Donc, question suivante. Parmi les propositions suivantes concernant la leucémie lymphoïde chronique, laquelle ou lesquelles sont exactes? Bah, c'est pas mal du tout. Du coup, pourquoi la B et la D sont fausses? Pour la B, je suis d'accord, c'est une augmentation des lymphocytes et non des polynucléaires basophiles. Et pour la D, la LLC se transforme en quoi? En info. Oui, on appelle le syndrome de Richter. Et comme dit Lucas, si jamais vous voulez retenir, vous pensez au tremblement de terre. Donc le syndrome de Richter n'est pas du tout fréquent. Je crois que, alors Lucas me reprendra, mais il me semble que c'est moins de 5% des personnes avec une leucémie lymphoïde chronique qui vont le développer. C'est même 1 à 2%, ouais, donc c'est vraiment très très rare comme syndrome. Et du coup, les polynucléaires basophiles augmentés, on le retrouve dans quel cancer du sang? Ouais, Kenza, tu as raison, c'est la LMC. Donc ça, ils aiment bien en oncologie s'amuser, LLC, LMC, de vous mélanger un peu les items. Donc les adénopathies pour la LLC, c'est un signe clinique principal quand elle n'est pas asymptomatique, parce qu'il faut savoir que c'est souvent asymptomatique, on le découvre souvent que sur l'hémogramme. Donc c'est des adénopathies qui sont multiples, bilatérales, indolores, mobiles, symétriques et non compressibles. Donc, au niveau des complications auto-immunes, on va pouvoir retrouver tout ce qui est anémie hémolytique auto-immune, les thrombopénies auto-immunes, le syndrome d'Evans, qui est un mélange des deux, et les rétroblastopénies auto-immunes. Et après, pour savoir ce que portent les lymphocytes, il faut les connaître par cœur parce que ça fait partie de l'indice qui doit être su. Donc, c'est CD5 et CD23 positifs. On va avoir des IG de surface qui vont être faibles. Donc, CD20 ou qui s'appelle également FMC7 qui est négatif et CD22 ou ce qu'on appelle aussi CD79B qui est faible. C'est le score de Matutz, en effet. Et à partir de combien le score signe la LLC? Alors 3, 4, moi je suis plus d'accord pour 4. Supérieur ou égal à 4, à 3, on peut. Alors ça peut être une LLC, mais c'est ce qu'on appelle les LLC atypiques. 3, c'est douteux, c'est vraiment douteux, il faut d'autres choses pour le confirmer. Mais 4, supérieur à 4 ou plus, là, vous pouvez confirmer directement le diagnostic.
Donc le score est à connaître un peu par cœur pour le jour du concours si jamais vous tombez sur un dossier dessus. Donc parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes, les solutions de remplissage vasculaire peuvent être. Alors, soluté de glucose, plus ou moins tout le monde a trouvé. Par contre, les autres, ça a été un peu plus compliqué. Alors, qui peut me citer les différents types de solutions de remplissage qui existent actuellement sur le marché? Ouais, les cristalloïdes, les colloïdes. Donc, du coup, soluté de glucose, on le range dans quelle catégorie? Alors, soluté de glucose, c'est pas du colloïde, c'est du cristalloïde. Tout ce qui est gélatine et albumine humaine, on le range dans quoi? Colloïde ou cristalloïde? Donc oui, c'est bien des colloïdes. Et les solutés de dextran, on le range dans quoi, lui? Alors, les solutés de dextran, c'est aussi du colloïde. Ça en fait partie. Et du coup, les émulsions lipidiques injectables, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on les utilise réellement ou est-ce que c'est juste une invention pour le QCM? Oui, ça existe et ça fait partie de l'item des préparations de la nutrition parentérale. Item qu'on va pas se mentir, quasiment tout le monde fait l'impasse dessus. Donc les cristalloïdes, pour vous faire un petit récap ou voir même que vous puissiez voir vite fait cet item, parce que je sais que souvent vous faites impasse dessus. Les cristalloïdes influencent la pression osmotique. Ils sont iso ou hypertoniques et dedans on a tout ce qui est NaCl, le Ringer lactate et le glucose. Et on a les colloïdes qui, eux, influencent la pression oncotique, qui sont naturels ou synthétiques. Et dedans, on a tout ce qui est albumine, gélatine, HEA, donc c'est de l'amidon, et le dextrane. IC, on peut les utiliser en cas d'intox, des trucs cardiotoxiques. Les émulsions lipidiques, non. Enfin, j'ai pas souvenir de qu'ils soient dans les traitements. Si tu veux, je pourrais vérifier, mais il me semble pas, non. Donc du coup, oui, en effet, M, les colloïdes ont un plus fort pouvoir d'expansion volumique que les cristalloïdes. Ah oui, si, maintenant, en cas de collapsus, c'est de la solution de remplissage vasculaire qu'on donne de mémoire. Bah, si vous voulez, je pourrais vous regarder ça rapidement, parce que les cours de cardiotox, ça fait longtemps que je les ai pas ouverts. Du coup, qui peut me donner les 9 indications de l'utilisation des solutions de remplissage vasculaire? Il y a plus ou moins 9 indications pour les utiliser. Ouais, le choc hypovolémique, les hémorragies. Les brûlures, en effet, chez les grands brûlés, on les utilise.
Oui, on va les utiliser lors des ponctions d'acide. Le choc septique, je suis d'accord aussi. La déshydratation. Alors dedans, peut-être certains que vous pensez pas trop parce que c'est pas des indications que nous on voit beaucoup en pharma, c'est tout ce qui est traumatisme crânien, les donneurs d'organes, les femmes enceintes. Quand on est en situation de prééclampsie, on utilise albumine par exemple, et le choc anaphylactique également. Alors pourquoi est-ce qu'on l'utilise pour les ponctions enfin, lors de la ponction d'un site, je n'en ai aucune idée, Kenza. Parce que pour le coup, les acides, c'est pas un domaine où je suis très très bonne en biochimie. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez un vrai cours là-dessus ou pas du tout? Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous communiquer. J'avais fait toute une fiche sur les solutés dans l'emplissage vasculaire sous forme de tableau, histoire que vous ayez plus ou moins une vision globale pour le concours. Bon, sachant que je pense pas qu'il demande plus loin que la fiche que j'avais faite. Mais ça permettra de ne pas arriver avec sans rien pour le jour J. Moi, je vous le communiquerai sur le Discord très certainement. Sur le truc troc de cours et de site, je vous mettrai le PDF dessus. Du coup, question suivante. Parmi les propositions suivantes concernant la fibrinolyse, quelles sont celles ou ceux exacts? Bah, c'est pas mal du tout. Du coup, pourquoi est-ce que la OE est fausse? C'est dégradation de la fibrine et du fibrinogène. Oui, c'est ça. Donc, je vous ai remis un petit schéma pour revenir rapidement sur la fibrinolyse côté physiologique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la fibrinolyse secondaire qui est, elle, pathologique et qui est traitée dans l'item des diagnostics des allongements TQ-TCA. Donc, en fait, on a notre petit plasminogène et qui va se transformer en plasmine. Mais pour ça, il faut qu'il ait des activateurs. Donc, soit on a le TPA, soit l'urokinase. En l'activant, le plasminogène devient de la plasmine et qui va permettre la dégradation du fibrinogène en produit de dégradation, la fibrine pareil, et qui va aussi détruire les facteurs 8 et 5. Enfin, la plasmine va donner des produits de facteurs 8 et 5. Et dedans, il y a aussi des inhibiteurs. Donc, on a les PAL1 qui vont inhiber les deux activateurs. Et on a aussi l'alpha-2 macroglobuline et l'alpha-2 antiplasmine qui inhibent la transformation du plasminogène en plasmine. Donc ça, en QCM, ça tombe plus ou moins, enfin le schéma tombe plus ou moins tout le temps, donc il a à connaître par cœur parce que ils sont pas trop méchants souvent dans les questions. Ça tourne toujours sur les mêmes choses. Quels sont les produits de dégradation de la plasmine, etc., quoi. C'est pas des questions très pièges. QCM suivant, les examens suivants sont normaux dans le myélome non sécrétant sauf un. Lequel?
Bah, c'est pas mal du tout. Ceux qui ont choisi le D, pourquoi vous avez choisi le milligramme? Ouais, on voit les plasmocites dans tous les cas. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un mélium non sécrétant? Enfin, par rapport à un méliome classique. Ouais, il n'y a pas de pic monoclonal. Mais pourquoi il n'y a pas de pic monoclonal? Donc, pour revenir un peu sur le méliome non sécrétant, donc en fait, les cellules ne vont pas ou peu sécréter des chaînes légères dans le sang ou dans les urines pour être détectées. Ainsi, on n'aura pas d'augmentation de l'AVS, pas d'aspect du tracé du pic sur l'électrophorèse des protéines plasmatiques et urinaires, qu'on va retrouver par exemple sur un myélome multiple classique, et on n'a pas d'hyperprotidémie. Donc, sans forcément connaître les différentes formes des myélomes, on peut répondre à ce QCM via les connaissances en physiopathologie. C'est pour ça que la physiopathe, c'est hyper important. Parce que pour avoir tout ce qui est augmentation de l'AVS, etc., en fait, ça vient de la sécrétion de l'immunoglobuline monoclonale, qu'elle soit complète ou non. Et du coup, qui peut me donner les... alors, comment expliquer ça? Le type d'IG qu'on va surtout trouver dans le myélome multiple? Ouais, des IgG, principalement. Alors, les IgM, c'est surtout la maladie de Van Dash... Enfin, je sais pas comment on le prononce. Enfin, la maladie de Waldenström et le lymphome non-hodgkinien qu'on va le retrouver. QCM suivant. Au cours d'une leucémie lymphoïde chronique, on rencontre fréquemment. Alors non, c'est pas au programme, la maladie de Waldenström. Alors oui, c'est bien une hypogammaglobulinémie. Alors du coup, les douleurs osseuses, on les retrouve dans quel cancer? Myélome multiple. Ouais, la lymphocytose uniquement sanguine. Est-ce que c'est le cas dans une leucémie lymphoïde chronique? Non. On va aussi en retrouver au niveau de la moelle. Dans quel cas on retrouve une augmentation des polynucléaires basophiles? Enfin, dans quel cancer qui est au programme? LMC. En effet, l'hypogammaglobulinémie, ça nous emmène à quoi comme complication? Ouais, complications infectieuses, première cause de mortalité chez les LLC. Et la protéinurie de Benz-Jones, on la retrouve dans quel cancer? Myélome aussi, je suis d'accord. Donc, parmi les propositions suivantes concernant l'hémophilie A, toutes sont exactes sauf une. Laquelle?
Alors, toutes sont exactes, sauf le temps de saignement allongé. Au niveau de tout ce qui est exploration, hémostase, coagulation, etc., qu'est-ce qu'on va voir d'allongé dans le cas d'une hémophilie A? Quels paramètres? En effet, c'est que le TCA, donc le TS et le TQ sont normales chez les hémophiles. Donc pour la réponse, pour l'item A, tout ce qui est hémophilie sévère, c'est dès qu'on a le facteur qui est inférieur à 1%. Pour la question B, donc le temps de céphaline activateur est allongé dans le cas d'une hémophilie A, c'est vrai, et elle est isolée. Donc les fils de père hémophile sont conductrices obligatoires de la maladie, en effet, parce que la maladie, elle est portée par, enfin, elle est transmise par le X. Donc si le père est malade, il a forcément un X malade, donc il va forcément le transmettre à ses filles. Et les hémarthocros, c'est des complications fréquentes de l'hémophilie A, en effet. On les retrouve très fréquemment et en plus, toujours plus ou moins sur les mêmes articulations qui sont touchées. Et c'est ce qui permet aussi de faire un diagnostic différentiel avec la maladie de Willebrand parce que les hémarthroses sont beaucoup plus rares. Donc, vous en faites pas, le diaporama qui est projeté en même temps que le WooClap, je vous le donnerai dans le Drive avec les QCM sans les corrections si jamais vous souhaitez vous réentraîner. Donc, toutes ces propositions suivantes concernant l'aspirine sont exactes sauf une. Laquelle? Donc en effet, c'est bien que la dose est utilisée à 2 grammes par jour dans le traitement de l'agrégation plaquettaire, c'est faux. Qui peut me dire quelle est la dose habituellement utilisée pour tout ce qui est anti-agrégation plaquettaire? Entre 75 et 300 mg, je suis assez d'accord, Amel, pour la fourchette. Donc ça, les fourchettes de dose en fonction de la propriété de l'aspirine est à connaître. Savoir si ça a un effet anti-agrégant plaquettaire, un effet contre l'inflammation, plus contre la douleur. Normalement, il y a trois intervalles à connaître. Il me semble qu'elles sont d'ailleurs données dans le Deboek médicament. Donc pour ceux qui se posaient la question de... Quoi qu'il n'y a pas. Non, c'était pour la question D, mais il n'y a qu'une seule personne qui a eu faux dessus. Je vous ai mis l'explication rapide par rapport aux hypoglycémies sous insuline, enfin sous aspirine. Bah, il faut juste retenir que c'est hyper rare. Donc très franchement, à part si on vous met un... Enfin, je pense pas qu'ils iront vous mettre un QCM dessus. Donc, parmi les propositions suivantes, concernant la maladie de Kaller, une seule est vraie. Laquelle? Donc, la maladie de Kaller, qu'est-ce que c'est? En effet, ici, c'est aussi ce qu'on appelle aussi le myélome multiple. Donc ça, il faut vraiment que vous soyez à l'aise sur les différents noms que peuvent avoir une même pathologie.
même si le nom en réalité n'est plus très utilisé. Donc en effet, c'est bien les douleurs osseuses qui sont le principal signe évocateur. Donc ce sont surtout les sujets âgés qui sont atteints du myélome multiple. Donc l'âge médian, c'est à peu près 70 ans. Les signes osseux sont bien les signes cliniques évocateurs. Donc dedans, on va retrouver tout ce qui est douleur, les fractures pathologiques, les tassements vertébraux. Donc souvent, quand vous avez des cas cliniques avec le myélome, ils adorent vous mettre des commentaires sur la radio. Donc n'oubliez pas de les utiliser dans les arguments paracliniques quand vous posez le diagnostic. Donc la plasmocytose peut être existante, mais elle est extrêmement rare. Et on va surtout retrouver tout ce qui est au niveau des types d'IG, donc tout ce qui est IgG surtout, mais aussi des A et des D. Et on n'a pas une hypocalcémie, mais une hypercalcémie en cas de myélome. Et ça fait d'ailleurs partie des signes CRAB qui sont à connaître par cœur. Donc qui peut me dire l'acronyme CRAB, qu'est-ce que ça comporte comme signe? Hypercalcémie, Ouais, insuffisance rénale, ouais, anémie ouais, et B pour bonne lésion, donc lésion osseuse. ouais, c'est ça. Et si jamais il me manque, si jamais j'ai pas du tout de critères CRAB ou de signes du myélome, est-ce que je peux poser le diagnostic d'un myélome multiple? Ou s'il n'y a pas de signe CRAB, c'est pas un myélome multiple, peut-être un myélome asymptomatique ou un MGUS. Ouais, alors s'il y a absence des critères CRAB ou d'un autre critère pour le myélome, on parle de MGUS et non de myélome. Même si le. Donc ça à connaître. Je ne sais pas si vous faites bien la distinction MGUS et maladie de Kaller au niveau des critères de diagnostic ou pas du tout. Si vous voulez que je vous refasse un point rapide dessus. Alors du coup, pour le MGUS, au niveau des critères de diagnostic, c'est une protéine monoclonale sérique inférieure à 30 grammes par litre, une plasmocytose médulaire inférieure à 10% et une absence de critères CRAB ou symptômes en faveur d'une prolifération B maligne. Alors que pour la maladie de Kaller, les critères de diagnostic, c'est une protéine monoclonale sérique ou urinaire qui est présente, une plasmocytose médulaire supérieure ou égale à 10% et au moins un critère CRAB ou un critère du myélome. Donc dedans, on comprend amylose, infection récurrente et hyperviscosité. C'est quoi déjà la MGUS? Alors pour le MGUS, je vais carrément vous le mettre dans le chat, comme ça, ce sera plus Non, simple pour vous. amylose, pardon. Ouais, alors ça, l'amylose, je peux vous expliquer si vous voulez. Je suis dans un service clinique là, dans mon externat où c'est le centre de référence des myélomes multiples en France. Alors du coup, l'amylose, c'est une sécrétion de chaînes légères. Sauf que ces chaînes légères, bah, au lieu d'être évacuées dans les urines, elles vont s'accumuler dans des organes. Et ces organes, c'est le rein notamment, le foie, le cœur, les intestins, plus rarement les poumons, le cerveau. Ça peut passer à barrière hématopoïétique, on dirait pas comme ça, mais ça peut. Et c'est irréversible en fait. Il y a des patients qui ont des hypotensions orthostatiques où ils peuvent plus se lever. Il y a d'autres patients, bah, c'est simple, ils ont plus, enfin, leur intestin, il bouge plus, il est nécrosé de partout. Donc, enfin, c'est les amyloses, souvent, on s'en rend compte trop tard et c'est entre guillemets «gravissime». Enfin, il y a des atteintes qui sont gravissimes, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, c'est un peu dommage que pour nous, les amyloses ne soient pas au programme. Comparé aux médecines, ça pourrait permettre peut-être de comprendre un peu plus de choses en oncologie. Du coup, question suivante. Parmi les caractéristiques suivantes concernant les leucémies aiguës promyélocitaires, donc c'est les LAM3, laquelle ou lesquelles sont vraies?
Bah, du coup, c'est vraiment bien. Du coup, pourquoi la A est fausse? En cas de lame, la myéloperoxydase, elle est négative ou positive du coup? Elle est quasi tout le temps positive. Ouais. Donc on a une MPO qui est positive et l'estérase qui est positive sur le bilan bio. Dans le système ABO, les antigènes. Donc en effet, sont présentes dès le stade érythroblaste, ont une partie terminale lipidique. Pourquoi c'est faux? Elle est comment la partie? Ouais, en effet, elle est glucidique. Peuvent se retrouver dans la salive, c'est vrai. En fait, il faut savoir que le système ABO, on le retrouve plus ou moins partout dans l'organisme et dans beaucoup de liquides biologiques. Ils permettent d'effectuer le groupage, c'est vrai aussi, pour savoir si vous êtes groupe A, AB, O, et il existe aussi d'autres groupes moins connus. Et en effet, ils peuvent être aussi modifiés dans certaines hémopathies. Donc surtout au cours des leucémies aiguës, on peut retrouver une modification du groupage ABO. Donc le système ABO, c'est toutes les cellules sauf le foie, le tissu conjonctif, les cellules de Malpighi, le cornet et les os. Donc les exceptions sont à connaître par cœur parce que dans les QCM, ils s'amusent à faire des petits pièges là-dessus. Donc on a la présence constante d'anticorps naturels, ce qui permet justement de faire le groupage. Et la partie terminale est bien glucidique. Et du coup, le là, ça veut dire que oui, on peut avoir un changement de... Lorsqu'on réeffectue le groupage, un changement de groupe sanguin. Mais c'est... Enfin, j'ai pas cherché plus loin parce que je pense que ça doit être un mécanisme de physiopathe qui doit être assez complexe pour arriver à retrouver, enfin, qu'on n'ait plus les bons anticorps, etc. Je ne sais pas si Lucas a déjà vu ou a déjà eu des explications là-dessus. Donc, parmi les propositions suivantes, indiquez la proposition exacte. Les moutardes d'azote sont donc, les moutardes d'azote, ce sont des alkylants. Donc, les classes pharmacologiques et thérapeutiques sont vraiment à connaître par cœur, surtout dans les anticancéreux, parce qu'ils aiment bien poser ce genre de questions-là. Donc, ça, c'est vraiment des points très faciles à avoir. Donc, dedans, par exemple, on a le cyclophosphamide et ils sont cytotoxiques sur les cellules hématopoïétiques. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver, par exemple, des anémies, des thrombopénies avec. Donc, comme de toute façon, quasiment tous les anticancéreux, on ne va pas se mentir. Donc, cocher la réponse exacte. Les cellules hyperbasophiles retrouvées sur le frottis sanguin au cours d'une mononucléose infectieuse sont
Les lymphocytes T activés. Du coup, qui peut me dire pourquoi? Enfin, pourquoi c'est cette réponse-là qui est vraie? La guerre civile lymphocytaire, ouais, c'est à peu près ça. Si on devait résumer la situation. Donc en fait, quand dans le cas d'une mononucléose infectieuse, quand par exemple le BV va infecter le corps, il va se loger dans les lymphocytes B. Ça va provoquer, en fait, il va y avoir après mise en place des récepteurs viraux sur les lymphocytes B. Et là, boum, les lymphocytes TCD4, enfin TCD8 plutôt, arrivent et sont pas contents. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome mononucléosique. Et quand ils arrivent et qu'ils sont pas contents, ils sont activés. Et en fait, c'est eux, les cellules hyperbasophiles, qu'on va retrouver sur le frottis sanguin. Donc, pour rappel, le syndrome mononucléosique est défini par 10% de grandes cellules, de grands lymphocytes hyperbasophiles polymorphes et de 50% de lymphocytes sur la formule leucocytaire. Et il s'agit de lymphocytes TCD, CD8 activés. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles ou laquelle sont exactes? Dans la maladie de Vasquez, on observe habituellement Donc ça, c'était un petit clin d'œil à IC, si jamais il est là, parce qu'il avait posé la question sur le Discord. Donc la maladie de Vaquez, comment est-ce qu'elle s'appelle aussi autrement? Ça fait partie de quel type de pathologie? Une polyglobulie. Ouais. Donc c'est un syndrome méloprolifératif. Donc elle est caractérisée, enfin on observe très franchement une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile, une hyperuricémie. Donc le score des phosphatases alcalines, il est élevé comme souvent dans les syndromes méloprolifératifs. Le pO est normal, voire légèrement basse. Et en effet, la vitamine B12 est aussi augmentée. Et on observe une thrombocytose. En fait, cela va s'expliquer au niveau physiopathe par le rôle de JAK2 qui agit sur le récepteur de l'EPO, mais qui agit aussi dans la transduction du signal du récepteur de la TPO. Donc du coup, comme il s'active un peu quand il en a envie, bah hop, on va avoir une augmentation des leucocytes parce qu'il agit aussi sur la transduction du signal du récepteur. On va avoir une thrombocytose et en plus de ça, on va avoir l'érythrocytose, une augmentation des érythrocytes. Les derniers QCM, parmi les propositions suivantes concernant la warfarine, indiquez quelles sont celles qui sont exactes. Donc elles étaient toutes vraies, sauf la A. C'est quel type de dérivé la warfarine? Alors en effet, les dérivés de l'indadione, c'est le fluindione. Et la warfarine, c'est tout ce qui est dérivé de la coumadine.
Bah, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionne plus. Pourquoi je vois plus rien? Je sais pas si vous voyez plus rien non plus sur vos écrans, je suppose. Moi, j'ai toujours les diapos correction. Ok. Moi aussi sur le WooClap. Ok, bon, il a craché, c'est pas bien grave. Du coup, est-ce que vous avez des questions en oncohématologie sur les QCM ou en règle générale sur le programme? Ah, c'est cool si vous avez aimé le format, heureusement, parce que malheureusement, sinon vous aurez subi les confs de ce type-là pendant tout le mois de juin. Du coup, je voulais juste savoir, pour la semaine prochaine, est-ce que vous préférez que la conférence soit le dimanche soir à 18 h au lieu du samedi soir, maintenant qu'il n'y a plus le couvre-feu, que les terrasses sont réouvertes, etc. Ouais, bah dans ce cas-là, si ça convient, moi j'ai aussi une préférence pour le dimanche parce que le samedi, sinon ça me bloque un peu ma soirée également. Alors 19 h si c'est possible, je verrai. Je verrai parce qu'en fait ça commence à faire assez tard pour moi. Parce que 19 h, si jamais la conférence, bon là, elle a duré 1 h 15, mais si par exemple c'est des conférences de cas cliniques sur la tuberculose, je pense que vous n'avez pas terminé avant 21 h le soir, ça va faire très long pour un dimanche. Ouais, et puis comme dit Lucas, en fait, nous, le lendemain, on travaille et on se lève tôt, donc voilà, c'est compliqué le dimanche soir tard. Bah, du coup, si vous avez kiffé, bah, tant mieux. J'espère que WooClap enfin, fonctionné pour tout le monde cette fois-ci, parce que je sais que la dernière fois, avec la conférence de radioactivité, il y avait eu quelques problèmes. Et dans tous les cas, je vais vous mettre sur le drive les QCM à blanc pour les refaire quand vous voulez et le diapo de correction aussi. Et la semaine prochaine, du coup, c'est conférence sur l'infectiologie, bactério, viro, mycoparasito, 5 QCM de chaque. Donc ça vous fera une énorme révision pour ceux qui doivent passer le CSP prochainement. Ou pour ceux qui l'ont déjà passé, de faire le bilan de l'infectiologie. Est-ce que vous êtes réellement au point pour le concours ou pas? Bah, du coup, des bisous et bonne soirée tout le monde. Et n'hésitez pas, en cas de question, nous sommes disponibles sur le Discord, comme d'habitude.